Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, master, chers amis de Medina, salam alaikum. Voilà une autre séance de HCA qui concerne la préservation du patrimoine et qui s'inscrit dans le cours de l'architecture et l'urbanisme en Algérie du 9e, 20e siècle. Donc, on va présenter aujourd'hui les pratiques, d'abord la définition du concept de préservation, puis les pratiques qui se font actuellement, parce que le patrimoine et les conceptions patrimoniales sont devenues de plus en plus importantes dans notre métier. Donc, aujourd'hui, on va parler spécialement de la préservation en tant que terme et quelques pratiques, spécialement l'outil juridique et urbanistique qui s'appelle le PPS-MVSS. J'attends la diapo. Donc, la définition du patrimoine, en arabe, on l'appelle Turath. Donc, c'est un ensemble des biens hérités des ascendants et conservés pour être transmis aux descendants, c'est-à-dire aux futures générations. Donc, ce qui est une autre définition à titre individuel, c'est tout ce qui est transmis à une personne ou une collectivité par les ancêtres, les générations précédentes, et qui est considéré comme un héritage commun. Le patrimoine fait appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact aux générations futures, ainsi qu'à la nécessité de constituer le patrimoine de demain. Ça, c'est une définition du dictionnaire. La conception du patrimoine culturel a évolué en fait depuis les années 1980. C'est en même temps le recul de l'architecture moderne qui a bâti ou bien fondé sa philosophie sur la négation de l'histoire et du passé. Donc, l'intérêt au patrimoine était en quelque sorte une correction à l'allure de l'enseignement et de la pratique de l'architecture. Donc, une nouvelle forme de passion du passé semble saisir les sociétés spécialement industrielles, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, dans l'Occident. Tout devient patrimoine. L'architecture, les villes, le paysage, les bâtiments industriels, les équilibres écologiques et le code génétique. Donc, vous voyez que ça a commencé par les monuments historiques, ça a terminé par les sites et les villes entières. Donc, bon, pour un souci pédagogique, on va faciliter un peu les différentes définitions. Donc, on part du concept du patrimoine, spécialement du patrimoine culturel, qui se organise en deux grands thèmes. Le premier, c'est le patrimoine culturel et le deuxième, c'est le patrimoine naturel. Naturel, c'est-à-dire les sites sans l'intervention de l'homme. Ce qui nous intéresse plus, c'est le patrimoine culturel qui se subdivise encore en patrimoine matériel et patrimoine immatériel tel qu'il est mentionné dans le schéma. Le matériel, c'est tout ce qu'on peut toucher, c'est-à-dire le tangible, ce qu'on appelle en anglais tangible heritage. Et l'autre, c'est intangible heritage. Donc, voilà, les deux domaines du patrimoine. Le patrimoine mobilier. Le patrimoine mobilier, c'est tout ce qui est peinture, sculpture, monnaie, instruments de musique, armes et manuscrits.
tandis que le patrimoine culturel immobilier, bien sûr, c'est ce qu'on ne peut pas bouger, c'est-à-dire les monuments, les sites archéologiques, les constructions, les châteaux, etc. Quant au patrimoine culturel immatériel, qui est une définition très récente par rapport aux autres domaines, elle concerne toutes les traditions orales, les arts de spectacle, les rituels et tout ce qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire c'est un peu sensible, c'est-à-dire qu'il n'est pas matériel. Quant aux dernières catégories, c'est-à-dire toujours dans le contexte du patrimoine, le patrimoine naturel, c'est-à-dire les sites naturels ayant des aspects culturels tels que le paysage culturel, les formations physiques, biologiques ou géologiques. On cite par exemple les grottes avec les stalactites et les stalagmites. Donc ça, c'est ce qui forme un patrimoine naturel. Et parfois, on trouve un mélange, c'est-à-dire que le bâti n'est pas seulement un patrimoine en tant que tel, mais parce qu'il est dans un site très intéressant. Et sans ce site, il n'aurait pas peut-être cette importance et cet intérêt. Donc, ça, c'est juste une subdivision technique. Donc, quant à la théorie du patrimoine ou bien de la préservation du patrimoine, donc c'est un peu délicat de définir la date exacte du début de l'établissement de cette théorie, mais généralement en Algérie, on peut parler de qu'elle a commencé à être pratiquée pendant la période coloniale vers les années 1865, c'est-à-dire 30 ans après la colonisation de l'Algérie. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur toute l'histoire d'Alger, de l'Algérie. Donc, au début, la Casbah, qui est un patrimoine urbain, a vécu des opérations chirurgicales très dures, c'est-à-dire qui consistent à ouvrir des allées et des passages dans le tissu urbain compact afin de permettre aux troupes armées de circuler facilement. Et ça a changé radicalement sa nature et son caractère. Et ça a concerné spécialement la Casbah, la basse Casbah. Au début, on sait très bien que la politique coloniale avait comme objet l'extermination et l'effacement total de la population algérienne et de la culture musulmane, mais graduellement, elle fut remplacée par l'exclusion sociale, c'est-à-dire la coexistence non compatible de deux communautés, les musulmans et les Européens. Et c'est ce qu'on voit jusqu'à nos jours dans nos villes d'Ida, Alger, où il y a des quartiers qui étaient réservés aux Européens, alors qu'il y a un autre quartier, spécialement la Médina, c'est-à-dire la Casbah, qui a été réservé aux musulmans. Donc, l'idée de préservation prit forme surtout après la visite de l'empereur Napoléon III, qui a lancé l'idée du royaume arabe au sein du grand empire français et la reconnaissance de la culture indigène afin d'adoucir un peu c'est-à-dire l'effet du colonialisme et de considérer le colonialisme comme une mission civilisatrice chez les musulmans. Et mais ces jours-là, il y avait toute une élite de Français qui commençait à reconsidérer le patrimoine algérien. Je cite par exemple Albert Dévout, qui a collecté, qui était le chef conservateur des archives et qui a conservé beaucoup
d'archives ottomanes, beaucoup de manuscrits. Et donc, cette élite-là a donné naissance à des organismes qui tiennent compte du patrimoine algérien. Mais malheureusement, l'idéologie de cette préservation, c'est toujours cette notion de nostalgie à la civilisation orientale, c'est-à-dire la civilisation des mille et une nuits, qui a un souci purement touristique, et aussi une réponse aux politiques de rapprochement envers la population locale, les musulmans comme partie intégrante du grand empire français. Donc, voilà ces schémas-là. C'est un château, un grand château qui est devenu actuellement résidence présidentielle et qui était la résidence de Haras Tidey et qui a été transformée en résidence du gouverneur général français en Algérie et qui a été fait par un architecte, je crois, d'Arbeda, qui a amélioré en quelque sorte le cadre bâti. D'abord, qui a fait tout le relevé exact et qui a reconçu l'espace intérieur pour héberger cette nouvelle fonction qui est la résidence du gouverneur français en Algérie. Donc, c'est à partir de ces jours-là qu'on a commencé à reprendre l'idée de l'intérêt spécial au patrimoine algérien local. Ça, c'est l'image de la résidence du gouverneur général en Algérie, et initialement Haras Tidey, qui se trouve à Mustapha supérieur. J'attends toujours la diapo prochaine. Donc, à cette époque, vers 1900, il y a un comité qui s'appelle le comité du Vieil Alger, c'est-à-dire 70 ans après la prise d'Alger, qui s'est créé pour préserver la ville ottomane et défendre le patrimoine local de toute démolition, et qui rassembla de nombreux intellectuels et notables d'Alger, et bien sûr, il n'était que des Français, il n'y avait pas d'Algériens à ma connaissance dans ce comité. Donc, ce comité a réussi à publier une série d'ouvrages qui s'appellent les Feuillets d'El Jazaïr, c'est-à-dire des publications du comité qui a été sous la responsabilité de Henri Klein pour la recherche de tous les éléments de nature à éclairer l'histoire d'Alger et la défense des vestiges du passé. En plus de ça, ces comités-là organisaient de temps en temps des visites et des excursions dans la ville d'Alger. Et notre organisation qui s'appelle la Société historique algérienne et qui a laissé un ouvrage très précieux qui s'appelle la Revue africaine, qui était en fait une revue qui apparaît en 1857, 1856 et jusqu'à 1962. Donc, qui comprenait presque 100 numéros et qui comprenait plusieurs sujets sur les différents aspects du patrimoine algérien, soit oral, soit écrit, soit les vestiges, etc. Donc, remarque sur l'intérêt français au patrimoine algérien, il
il y a d'abord cette limitation aux édifices isolés et à l'extériorisation des signes et des formes du passé. Je cite que Nabila Obsir a dit. Il y a aussi l'attribution des édifices aux événements liés à l'histoire de la France et de l'Europe. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un monument, il y a une placette qui est classée, on ne cite pas les événements historiques au sens de l'histoire musulmane, mais plutôt de l'histoire française. Il y a le souci de servir le tourisme et marquer la différence entre le passé et la modernité. Enfin, enrichir la doctrine coloniale et établissement d'une culture diversifiée au lieu de la politique d'acculturation et de déculturation. Donc, en 1962, l'indépendance, comme on l'a déjà vu dans les diapos passés, plutôt dans les séances passées, que l'Algérie a reconduit presque tous les textes français en matière de juridiction, et spécialement et aussi en matière de préservation du patrimoine. Donc, la réglementation française de 1930 a été reconduite en Algérie tout en gardant ou en protégeant le concept de souveraineté. C'est-à-dire que dans le texte, on ne revoit que ce qui cite la République française pour le remplacer par la République algérienne. Donc, il y a 3 étapes en concordance avec l'évolution universelle de la notion du patrimoine. Il y a d'abord l'intérêt particulier aux monuments historiques comme repère urbain dans la ville et prolongement de l'idée de Haussmann à Paris, en donnant plus d'intérêt aux monuments historiques et négliger en quelque sorte le reste. La deuxième étape, c'est l'intégration des ensembles urbains homogènes et contextes urbains, c'est-à-dire on a découvert qu'on ne peut pas isoler le bâtiment historique de son contexte et qu'il faut qu'on préserve l'entourage de ces monuments. En troisième étape, c'est-à-dire vers peut-être les années 60, 70, on commence à comprendre qu'il y a aussi il y a une autre dimension du patrimoine qui est le patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'il y a des choses telles que l'eau, les proverbes et les chansons qui font partie du patrimoine, qui ne peuvent pas être classés sans la réglementation propre à ce domaine-là. Donc, vous voyez cette évolution de notion de patrimoine qui a commencé par les monuments historiques et a terminé par les paysages et par le patrimoine immatériel. Voilà cette image d'un édifice remarquable au sens du patrimoine, monument, la nouvelle mosquée d'Alger, Jamal Jdid, qui a été préservée de la démolition. C'est par miracle parce que toute la basse Casbah a été démolie et ne restait que la mosquée de la pêcherie et cette mosquée. Et donc, même dans le projet de Corbusier, dans l'aménagement de sa tour et dans son projet obus, il a même proposé la démolition de ces mosquées-là. Donc, les sites historiques, c'était la première rubrique du patrimoine qui s'intéressait spécialement aux vestiges, aux sites archéologiques, afin de les préserver comme patrimoine international. Donc, pour nous, les architectes, il faut faire attention à cette différence entre un espace vivant
tels que la ville, les médinas, et un espace archéologique. Dans le cas d'espace archéologique, il ne pose pas de problème de dynamique urbaine et architecturale et de l'espace vivant. Alors que dans les villes existantes et qui est toujours en vie, ça pose énormément de problèmes de préservation de ces sites-là. Donc, pour nous, les architectes toujours, l'architecture a vécu presque deux ou trois étapes de développement de cette notion. D'abord, l'intérêt particulier aux monuments historiques seuls, isolés de leur contexte, mais plus tard, on a corrigé cette tendance vers les ensembles homogènes et le contexte urbain du monument. Donc, vous voyez ici un exemple d'un plan de sauvegarde de la Médina de Tness, qui, à ma connaissance, est toujours en cours, où on a localisé les monuments historiques tels que les mosquées, les madrasas, etc. Mais elles sont toujours contextualisées, c'est-à-dire localisées dans leur tissu urbain euh, entourant. Notre exemple du Maroc, la ville de Asila, vous voyez le repère, le repère, les repères urbains, c'est-à-dire les grands monuments, c'est-à-dire les bourges, les mosquées, les grands souks, etc., euh, euh, avec le tissu urbain compact euh, qui est basé surtout sur la maison à patio. Donc, on fait un relevé de toute la ville, d'abord des monuments, mais toujours avec leur contexte urbain. Ça, c'est une image qui montre en quelque sorte ce que c'est qu'un patrimoine immatériel. C'est d'abord, c'est pas seulement ce qu'on peut toucher, ça, on peut le toucher, les fougaras et le mode de distribution de l'eau dans les villes du Sahara, telles que Adrar, où il y a une certaine subdivision de l'eau pour l'irrigation. Donc, le système sur lequel s'appuie cette forme, c'est tout un système immatériel qui donne les parts de chacun et qui donne le mode de subdivision et le mode de mesure de quantification de l'eau qui coule dans chaque trou. Donc ça a posé en premier cette question de différence entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Donc peut-être on voit que les bâtiments, les édifices étaient au début les plus importants pour les architectes et pour ceux qui s'intéressent au classement patrimonial. Mais plus tard, on a découvert qu'il y a des choses qui ne sont pas touchables, mais qui sont aussi importantes que ce qu'on touche, c'est-à-dire le patrimoine matériel. Donc, on passe maintenant à l'outil juridique qu'on utilise en Algérie, qui est utilisé par les architectes et les urbanistes, et c'est le plan permanent de sauvegarde de mise en valeur des secteurs sauvegardés, le PPS MVSS.
Donc, ça, c'est un outil qui a été développé vers les années 2000, 2003, qui concerne le mode de préservation des sites historiques tels que les anciens Médina, les Ksour, les noyaux historiques dans les villes, les grandes villes. Donc, par définition, le plan permanent de mise en valeur et de secteur sauvegardé se présente comme un outil de gestion et de protection du patrimoine culturel bâti et urbain, dans le but de la préservation des valeurs historiques, culturelles et architecturales. Donc, pour les architectes ayant le bureau d'études, c'est un peu comme un poste, mais qui a une certaine dimension culturelle et historique. Et pour un secteur sauvegardé, tout en sachant qu'il est beaucoup plus important que ce dernier, c'est-à-dire que le poste. C'est donc un outil de gestion des secteurs sauvegardés. Quels sont les objectifs du plan de préservation du PPS? C'est d'abord c'est d'abord connaître l'état des lieux de secteur sauvegardé. Il faut d'abord délimiter le secteur sauvegardé, puis reconnaître ce qu'il y a de potentiel, puis fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui doivent comporter l'indication des immeubles qui ne doivent pas faire l'objet de démolition ou de modification, ou dont la démolition ou la modification serait imposée. Deuxièmement, les conditions architecturales selon lesquelles sont assurées la conservation des immeubles et le cadre urbain, c'est-à-dire la réglementation qui doit accompagner ce projet de préservation. Troisièmement, édicter les mesures particulières de protection, notamment celles relatives aux biens culturels et mobiliers classés ou en instance de classement situés dans le secteur sauvegardé. Le contenu du plan de préservation, de sauvegarde, c'est d'abord, c'est un projet de sauvegarde qui commence par la définition, par la déclaration du secteur sauvegardé, la définition du périmètre de sauvegarde dans toute ville, ancienne ville ou médina. Il comprend trois grands chapitres. Le premier, c'est le rapport de présentation et lui aussi organisé en trois étapes qui met en évidence l'état actuel des valeurs architecturales, urbaines, sociales et sociales pour lesquelles est établi le secteur sauvegardé et énonce les mesures arrêtées pour la conservation et la mise en valeur. Ça, c'est le rapport. Puis, il est accompagné d'un règlement qui fixe, c'est-à-dire en quelque sorte un cahier de charge, un règlement qui fixe les règles générales d'utilisation des sols et les servitudes, ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de mise en valeur, telles que précisées dans l'article 2 du décret 03-324. Et enfin, il y a les annexes, c'est pratiquement tous les documents graphiques qui font apparaître les conditions fixées dans le règlement et font ressortir les zones homogènes ayant les mêmes typologies et le même style architectural, les mêmes matériaux de construction, etc. Donc, elles comprennent également les pièces écrites sur la liste non limitative qui devra contenir notamment le plan de situation à une échelle de 2000 ou 5000, un levé topographique et d'autres plans à une échelle de 500e et 2000e. Et puis, ce PPS, il exige qu'il soit fait par un architecte qualifié dans des domaines des monuments historiques et sites archéologiques. Les types d'intervention. Maintenant, toujours pour les architectes, ce qui nous concerne dans ce domaine de préservation, c'est qu'elle conditionne en quelque sorte
notre intervention dans les villes et dans les sites, les sites urbains existants. Donc, il y a plusieurs types d'opérations qu'il faut connaître et chaque opération a une mission qui a toujours la valorisation du patrimoine qui existe dans le site d'intervention. Il y a la préservation, la notion de préservation du patrimoine qui concerne une action globale de protection du patrimoine architectural naturel contre l'action nuisible des résidents, des usagers et aussi des facteurs naturels tels que la corrosion, les pluies, les tremblements de terre, etc. La réhabilitation du patrimoine, c'est un ensemble de fonctions visant à transformer un local, un immeuble, un quartier et à redonner usage aux bâtiments dont la majorité ne dispose pas du moindre type de protection patrimoniale. Il y a aussi la revitalisation. La revitalisation urbaine, qui est un processus qui conjugue la réhabilitation architecturale et urbaine des centres historiques et la revalorisation, c'est-à-dire donner une nouvelle valeur en injectant des activités urbaines dans le tissu existant. La revitalisation urbaine englobe des opérations destinées au redémarrage de la vie économique et sociale d'une partie de la ville en déclin. Il y a une autre opération, type d'opération qui s'appelle la requalification urbaine. C'est une réhabilitation axée sur l'aspect fonctionnel, incluant ainsi dans l'opération un changement de fonction sur un quartier ou sur un édifice. La requalification est définie comme étant l'action de donner une nouvelle qualification. Il y a des opérations plus audacieuses qui s'appellent qu'on appelle la restructuration urbaine, dans le cas où il y a une nécessité de démolition et de reconstruction. Donc, elle vise à transformer, plus ou moins une transformation radicale, le rôle et les caractéristiques, les caractères du cadre bâti existant sous l'étude. Elle fait intervenir le changement par une vision nouvelle de l'aménagement et du développement urbain à travers modification des parties les plus hétérogènes, déstructurées et dégradées, telles que par exemple les friches urbaines ou bien les poches urbaines qui ont été complètement démolies. Donc ça, on procède par une approche de restructuration. À la fin, il y a la reconversion. La reconversion, c'est le changement de fonction d'un bâtiment pour éviter sa désaffection. C'est-à-dire un bâtiment obsolète qui ne sert à rien et qu'on doit le réutiliser quand même pour sa structure et pour sa organisation spatiale qui est toujours valide pour héberger de nouvelles activités. Vous voyez, ça c'est exemple d'un site historique, Sidi El Houari, à Oran. Ça c'est une ancienne image, je ne sais pas où est-ce qu'on est arrivé avec le projet de préservation et de mise en valeur de ce site. Donc vous voyez l'état lamentable de notre patrimoine au niveau national. Donc heureusement qu'il n'a pas été complètement démoli. Donc, il y a toute une nécessité de réhabiliter, de reprendre cet édifice afin de sauvegarder sa dimension historique et en même temps lui injecter des activités nouvelles. Donc, l'un des premiers plans de préservation, c'était bien sûr la Casbah. Donc, voilà, ça c'est une image de ce qui a été fait par l'équipe qui est pris en charge de ce projet.
Donc, il y a d'abord le diagnostic, puis il y a l'analyse typologique et fonctionnelle, toute une étude topographique, bien sûr, et puis il y a aussi une étude socio-économique de la structure de la population qui habite la Casbah. Donc, c'est un plan général des prescriptions, puis à la fin, un plan général des prescriptions réglementaires. Donc, cette partie, ça concerne les exemples des PPS qui ont été approuvés. Le deuxième, c'est celui d'Ellis. Donc, il y a un manuel qui est disponible dans le site Internet, très riche en informations, même en méthodologie, et à comment approcher le PPS-MVSS, le cas d'Ellis. Donc, vous voyez, ça, c'est une partie graphique de ce document et qu'on doit avoir à la fin de ce projet. J'attends toujours la dernière diapo. Donc, ce qui est important, voilà, un autre projet du plan de préservation. Cette fois-ci, c'est l'ancienne ville de Médéa, qui est actuellement à sa première phase. Donc, je parle d'une expérience personnelle, parce que j'étais en charge de ce projet-là. La première, il y avait une première pré-phase qui consiste d'abord à convaincre les instances municipales et nationales de cette préservation, puis de délimiter le secteur et de définir exactement le périmètre urbain de sauvegarde, et puis commencer, une fois le périmètre est approuvé, le projet approuvé, on commence la première phase qui est la phase de diagnostic, c'est-à-dire l'état actuel des constructions, de la structure sociale, des professions à l'intérieur de ce périmètre-là, et qui consiste en plusieurs enquêtes. Parmi ces enquêtes-là, il y a bien sûr l'enquête socio-économique, mais aussi il y a des enquêtes sur les maisons, il y a des enquêtes sur les rues, il y a des enquêtes sur les matériaux de construction, sur les sites historiques, sur les monuments, etc. Donc, voilà. Ça, c'est l'image de Google qui est avec les coordonnées. Chaque point représente la limite ou bien l'allure de ce périmètre avec les coordonnées géographiques X, Y et même Z. Dans le processus d'étude, il faut aussi distinguer les différentes zones homogènes selon
leur histoire, selon leur typologie, etc. Dans le cas de médias, par exemple, on distingue bon, trois ou quatre zones. Il y a d'abord la zone militaire inaccessible qui comprend la forteresse et les édifices militaires. Depuis les Hammadites, les Irites, et puis les Ottomans, etc. Donc, jusqu'à nos jours, on n'a pas eu accès à cette forteresse. Mais il y a l'autre deuxième partie, c'est la partie dite ottomane et andalouse. Puis il y a la partie hybride qui comprend la typologie ottomane et début de colonisation. Et à la fin, il y a en haut, vers le nord, il y a la partie purement coloniale. Donc, dans le périmètre, il faut le partager en zones homogènes afin de faciliter le classement des maisons et les enquêtes. Dans cette expérience de la ville de Médéa, on a introduit un nouvel instrument qui est le SIG GIS, qui nous a permis de géolocaliser les anciens plans de la ville, notamment à partir de 1867, et de voir les différentes couches historiques qui constituent le tissu urbain depuis sa naissance, ou bien au moins le premier relevé fait par le génie militaire français, jusqu'à nos jours, grâce aux vues de Google Earth qui se précisent de plus en plus. Donc, vous voyez ici, l'avantage de l'utilisation de GIS, c'est qu'il y a une partie graphique et une partie non graphique. La partie graphique avec toute la possibilité de lancer les parcelles et les bâtisses, etc., en 2D, mais aussi ajouter la troisième dimension. Et la partie non graphique, c'est la partie tabulaire qui peut donner les caractéristiques, les features, les caractéristiques de chaque bâtiment. Donc, si on clique sur n'importe quel bâtiment, on aura toutes les informations détaillées de ce bâtiment, que ce soit point de vue propriété, ou bien activité, ou bien dimension, ou bien nombre d'étages, ou surface, etc. Donc, ça va dépendre énormément du mode de design de cette database afin de lier cette partie graphique à la partie non graphique. Donc ici, un exemple du document de la préface où on a détecté le mode d'utilisation du sol en habitat, les équipements éducatifs, administratifs, religieux, les marchés, les places publiques, les édifices militaires, etc. Et on a comptabilisé la surface de chaque édifice et de chaque activité afin de voir comment il s'organise le mode d'usage du sol dans le périmètre urbain, parce que ça va influencer énormément le mode d'action, que ce soit si chaque intervention, ça va dépendre de l'assiette et du mode de ce bâtiment, qu'il soit public ou privé, qu'il soit militaire ou habous. Donc, ça va influencer énormément notre intervention et nos recommandations pour la préservation et la sauvegarde de ce site-là.
Ici, c'est un tableau récapitulatif des propriétés avec leur assiette foncière et combien elles représentent. D'abord, il y a la subdivision majeure du secteur public et du secteur privé, mais aussi il y a l'administration, la municipalité, et il y a les secteurs militaires. Donc, grâce à ce tableau, on découvre les grands acteurs, les acteurs urbains majeurs dans le secteur sauvegardé. Parce que ça, comme je l'ai déjà dit, ça va influencer énormément nos recommandations et nos modes d'intervention. Donc, vous voyez ici les pourcentages. Les propriétés privées, par exemple, les constituent presque 57% du total, et le reste est partagé entre commerce, propriété militaire, propriété tertiaire, etc. Là, c'est peut-être la dernière planche qui concerne la numérotation, la codification des parcelles. Donc, avant de commencer, il faut avoir le plan de masse et le plan de situation exact de tous les édifices et des habitations et de commencer à numériser ces bâtisses-là, les intégrer dans le système ArcGIS à l'aide de ArcMap, qui va nous permettre de numéroter chaque bâtiment. Donc, chaque bâtiment aura un seul code, un seul numéro, qui sera le code de définition plus tard pour toute intervention ou statistique. Donc, ici, on voit qu'on peut avoir ça comme une base map, c'est-à-dire une carte de base, et qu'on peut toujours faire display, c'est-à-dire montrer les numéros. Et ce qui est délicat, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur de répétitivité de numéros, parce que ça va influencer par succession tous les restes des autres parcelles. Donc voilà, il faut avoir un code pour chaque bâtisse. En dernier lieu, l'architecte a l'habitude de s'intéresser spécialement à l'espace, à la bâtisse, mais en fait, il y a tout un nombre de connaissances qu'il faut avoir avant d'intervenir. Il ne suffit pas de faire des conceptions, de belles façades, des découpes, mais il faut d'abord savoir quel est le statut foncier de chaque parcelle, parce que si c'est privé, vous n'avez pas le droit de transformer sans son avis ou son accord. Donc, et puis, il faut connaître la structure socio-économique de l'ancienne ville ou bien du secteur sauvegardé, parce que l'un des phénomènes qu'on voit généralement dans toutes les anciennes villes, c'est ce changement de population, parce que la majorité des habitants d'origine ont quitté leur maison, ils vont la louer à une autre couche sociale qui est pratiquement moins, c'est-à-dire riche, et qui ne s'intéresse pas au cadre bâti. Donc, ça conduit généralement à plus de dégradation et plus de négligence au patrimoine. Donc, c'est ça devient une double mission pour l'architecte qui prend en charge cette mission de préservation urbaine. Et puis, il y a cette dimension urbaine avec laquelle je termine, c'est que pour les architectes, on a généralement l'habitude de voir le bâti en tant qu'élément de conception, mais quand on passe à la dimension urbaine, il y a des facteurs exponentiels qui interviennent
et que le projet de préservation, c'est pas seulement la conception et le design, mais c'est toute une gestion des états des états d'urgence, de, euh, de structure sociale et de changement d'activité, etc. Donc, il faut prendre tout ça en charge afin d'aboutir à un plan flexible et dynamique qui permet de sauvegarder tout en gardant la dynamique urbaine de cette ville. Donc, voilà, c'est la fin de notre séance. Je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum.